Salut tout le monde et bienvenue dans la Sauce Curie, le podcast des femmes qui font la science d'aujourd'hui. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage les coulisses de la science vues par celles qui la font. Chaque épisode, je me pose avec une femme, qu'elle soit géologue, vulgarisatrice scientifique ou chercheuse en épigénétique, et on parle de son domaine, son parcours, sa personnalité. Une conversation toujours pleine de curiosité et de découvertes. Il y a des choses comme ça qui font tellement partie de notre quotidien qu'on se pose même plus la question de comment ça marche. L'autre jour, je faisais la vaisselle et tout d'un coup cette question. Mais en fait, l'eau de la vaisselle, elle va où après ? Ça va dans les égouts, certes, mais après, comment ça se passe ? Alors si vous aussi vous êtes curieux et curieuse de savoir, cet épisode est fait pour vous. Ludivine est ingénieure environnement spécialisée dans l'assainissement des eaux. Pendant l'heure qui suit, elle nous explique comment tout ça fonctionne et bien plus. Car on dirait pas comme ça, mais il y a des enjeux environnementaux derrière tout ça bien plus grands que ce qu'on imagine. Un épisode un peu technique, mais bourré d'informations pour comprendre pourquoi il est si important de ne pas jeter les mégots dans la rue, les huiles de friture dans nos éviers, et comment tout ça peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. On va même jusqu'à parler de la réglementation des polluants, qui fixe les limites, tout ça. À travers cette discussion, j'ai senti l'intérêt et la passion que Ludivine a pour son métier, pas toujours évident, mais ô combien indispensable. Alors on met son petit casque et direction les égouts avec Ludivine. Comme d'habitude, si vous aimez cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire sympa et à mettre une bonne note, au hasard 5 étoiles, sur votre appli de podcast. Ça m'aide vachement à faire connaître le podcast et surtout parce que j'adore lire vos retours qui sont toujours très cool. Si vous voulez écouter les autres épisodes, ils sont disponibles sur vos applis de podcast, Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, mais aussi sur Spotify, Deezer, YouTube et directement sur le site internet alasaucecurie.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager, c'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve dans 2 semaines. En attendant, je vous laisse avec Ludivine. Bonne écoute. Salut Ludivine. Bonjour Mélissa. Comment ça va ? Écoute, ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté la petite invitation. De rien, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc du coup, je m'appelle Ludivine, j'ai 40 ans, j'habite et je travaille en région parisienne et je suis ingénieure environnement, spécialisée dans l'eau et l'assainissement. D'accord, donc traitement des eaux usées ou eau potable ? Alors moi, je suis côté assainissement, donc plutôt côté traitement des eaux. Voilà, les gens consomment de l'eau, ils prennent la douche, ils vont aux toilettes, etc. Et moi, je m'occupe de toute la partie une fois que tu as tiré la chasse d'eau. Ok, d'accord. Donc les petites visites dans les égouts, t'as déjà fait pas mal de fois, je suppose. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, donc ça consiste en quoi ton métier ? Alors, moi, donc, je travaille dans une boîte spécialisée dans l'assainissement en région parisienne et on travaille pour une collectivité, donc mairie, département, etc. Et on est ce qu'on appelle en délégation de service public. Et moi, au sein de cette société, je m'occupe de tout ce qui est qu'est-ce qui arrive dans les réseaux d'assainissement, qu'est-ce qui arrive dans les égouts. Donc, à la fois les eaux industrielles, mais aussi tout ce qui est les rejets domestiques, vérifier, faire ce qu'on appelle des diagnostics assainissement, de vérifier que les riverains sont bien raccordés, qu'il n'y a pas des choses qui partent pas dans le milieu naturel ou qui sont pas bien raccordées, etc. Donc voilà, je m'occupe de tout cet aspect-là, contrôle de ce qui arrive dans les égouts, qu'on contrôle, qu'on gère, et du coup, je manage 2 équipes de techniciens qui font ça à temps plein. Ok, ah ouais, donc en gros, si niveau pollution, tout ça, c'est toi qui gères Exactement. ce qui retourne à la nature en fait. C'est ça. Alors, alors nous, en région parisienne, tu as quand même des grosses stations d'épuration qui sont pas gérées par nous, du coup. Mais on a quand même cette petite sécurité, on va dire. Même s'il y a des pollutions qui arrivent, on a quand même espoir que les stations d'épuration derrière jouent leur rôle. Maintenant, effectivement, quand on voit des choses anormales dans les réseaux d'assainissement, dans les égouts, là, effectivement, on appelle Ludivine pour dire à tel endroit, on a vu un déversement. Ça peut être des odeurs d'hydrocarbures, ça peut être de la graisse, des choses qu'on n'est pas censé retrouver en grosse quantité dans les égouts. Et là, effectivement, on appelle mes équipes pour aller faire des diagnostics et ou des prélèvements. On fait des analyses
pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a exactement et d'essayer de remonter à la source pour trouver le pollueur. Ok, d'accord. Ah ouais, donc toi, ton rôle, c'est avant la station d'épuration ou après la station d'épuration? Avant. Avant, ok. Donc en gros, c'est toutes les eaux usées qui vont aller vers cette station-là, faut qu'elles aillent vers la station. Exactement, qu'elle soit bien dirigée. Et du coup, nous, on exploite notre société pour le compte de cette collectivité-là, on exploite les réseaux d'assainissement. Et c'est un réseau de transport. Donc, en fait, les égouts, si tu veux, tu as des réseaux spécialistes de la collecte, donc qui prennent toutes les rejets des douches, des lave-vaisselle, des chasses d'eau, etc. Ça collecte les eaux dans des petits tuyaux pour très schématiser. Ensuite, tu as des tuyaux un peu plus gros qui transportent les eaux. Et après, jusqu'aux stations d'épuration qui, elles, traitent les eaux avant le rejet au milieu naturel. D'accord. Et moi, je suis dans cette phase un peu intermédiaire, là, au milieu. On transporte les eaux et du coup, si on voit des choses arriver, encore une fois, qui sont pas normales dans le réseau, eh ben, on fait appel à nous. Ok, bah oui, parce que les stations d'épuration, elles peuvent pas non plus tout traiter. Exactement. Ok. Les stations d'épuration, surtout en zone urbaine, elles sont dimensionnées, si tu veux, pour traiter justement la majorité, c'est les rejets domestiques, tout ce qui est matière organique, etc. Elles sont pas dimensionnées pour traiter des grosses pollutions aux hydrocarbures ou les PCB, comme il y a eu un moment là, etc. Donc tous ces micropolluants qui sont hyper dangereux pour la nature. Les stations d'épuration sont pas dimensionnées pour ça. C'est vraiment des stations d'épuration pour les eaux usées domestiques, on va dire. Donc tous les polluants qui sortent pas de chez nous naturellement, on va dire, de nos maisons, eh ben, effectivement, il faut les retenir à la source ou les pré-traiter. Les industriels qu'on contrôle là sur mon territoire, ils ont tous des systèmes de pré-traitement. D'accord. Donc voilà, on va aussi faire des prélèvements à ces endroits-là pour vérifier que ces industriels respectent les normes de rejet qui leur sont fixées. Chaque industriel a ses normes de rejet à respecter, quoi. Ok, donc tu travailles aussi bien avec des industriels comme avec les rejets aussi domestiques qui viennent de nos maisons, quoi. C'est exactement ça. C'est effectivement aussi bien les rejets des riverains comme toi et moi, des particuliers, que les rejets industriels. Alors en Île-de-France, contrairement à ce qu'on croit, il y a quand même beaucoup d'industries. Donc que ce soit de l'agroalimentaire, des blanchisseries, enfin voilà, un peu d'industrie chimique, etc. Donc tous ces industriels-là, effectivement, consomment de l'eau, mais pour leur process, on va dire, donc à des usages non domestiques. Et du coup, on les suit et on vérifie qu'ils respectent la réglementation en vigueur, tout simplement. Ok, cool. Très intéressant tout ça. Ah ouais, c'est très très intéressant. Alors, on va remonter un petit peu plus loin, enfin un peu plus en amont. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Alors, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai pas d'idée précise. J'ai jamais eu une vocation en me disant tiens, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Il y avait des choses assez rapidement. J'ai été attirée par les sciences, les mathématiques, la chimie. La chimie, ça m'a assez rapidement intéressée. Voilà, donc pas d'idée précise. Après, j'ai eu des petites envies qui n'ont pas abouti. Je me rappelle quand j'ai découvert un peu le dessin technique, je me suis dit tiens, peut-être que je pourrais faire architecte. Voilà, mais bon, après je dessinais pas assez bien. Ok. Donc voilà, et je me suis axée sur les sciences, la chimie surtout. C'est vraiment ce qui m'a plu. Et après, c'est mon parcours qui, au fil de l'eau, m'a emmené. C'est le cas de le dire, au fil de l'eau. C'est beau. Qui, au fil de l'eau, m'a emmené là où j'en suis aujourd'hui, quoi. D'accord. Et donc ouais, c'est lycée que tout ça, donc les sciences, tout ça, Ouais, plutôt kiffes ? au lycée. En fait, c'est fin du collège, début du lycée. Dès que tu commences à avoir un petit peu des épreuves et des examens assez importants à passer, moi, je me suis rendu compte, j'ai un esprit assez cartésien et ça m'embêtait, ça m'énervait des matières comme la philosophie ou comme les sciences économiques où même si tu as compris le sujet, le prof, t'es quand même extrêmement soumise à la volonté du prof et à sa pensée de se dire j'ai pas bien su exprimer et tout. Enfin, du coup, mon esprit cartésien, tu vois, moi, en mathématiques, 2 plus 2, ça fait 4. Et personne peut te dire le contraire. Donc, voilà, mon esprit très, très logique et très cartésien m'a naturellement emmené dans cette voie-là.
OK. Et c'est là que je me suis le plus éclatée, quoi. OK, d'accord. Et donc ce qui fait, après le bac, tu choisis quoi donc? Alors du coup, bah, j'ai fait après mon bac scientifique, j'ai eu l'opportunité, j'ai choisi de faire une filière sélective, une classe préparatoire. Mmh. Classe préparatoire, au lycée, dans le 9e pardon, au lycée Jacques Decour et voilà, maths sup, maths spé, en toute logique. Sauf que moi, j'ai fait qu'une seule année D'accord. parce que du coup, bah, c'était pas pour moi, clairement, voilà, j'ai pas réussi à passer en 2e année. Alors ça a été une année difficile, très enrichissante parce que, bah, voilà, beaucoup de matières, beaucoup de travail à fournir. Même si j'étais une grosse bosseuse, je pense que voilà, c'était pas pour moi. C'était quoi? C'était la philosophie la pression qu'ils te mettaient? C'était Ouais, les tonnes de travail? c'était la philosophie parce que le travail, ça me faisait pas peur. Enfin voilà, j'étais une grosse bosseuse donc ça me faisait pas peur. Mais Mmh. c'était plus la mentalité, concours, ouais, concurrence, c'était pas pour moi. Enfin moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. D'accord. Alors peut-être que j'avais pas été bien conseillée à l'époque. C'est vrai que, bah, le bac, ça s'était très bien passé et du coup, bah, quand tu as des notes pas trop mauvaises, on te dit, «Ah bah, ce serait dommage de pas tenter une filière sélective et de viser les grandes écoles». Mmh. Bon, du coup, tu as tendance à faire un peu confiance et à écouter tes aînés et du coup, j'ai fait ça. Mais très rapidement, en quelques mois, je me suis rendu compte que, voilà, c'était pas épanouissant et du coup, bon, mes notes se sont chargées du truc pour me faire comprendre que voilà, j'avais bien raison et que ça ne faisait pas. Et du coup, voilà, j'ai pas pu passer en 2e année, mais je pense qu'en définitive, c'était un bien pour un mal, même si ça a été très dur à vivre pour moi parce que c'était bah, mon premier échec, on va dire. Ouais, OK. Ouais, en tant que bonne élève au lycée, tout de suite là, entre guillemets «redoubler», C'est ça. ça passait pas trop, quoi? C'est ça, c'était dur. J'avais toujours été habituée à être un peu dans le top 5 là Mmh. et là, te retrouver à je sais même pas, je devais être à 4 de moyenne, je pense, Ouais. 4 sur 20 quoi, tu vois? Donc non, franchement, vraiment pas bon, erreur d'aiguillage, on va dire. Mais du coup, après, je me suis retrouvée à l'université, OK. et là, bah, épanouissement total. Je suis restée dans les sciences, hein, j'ai fait un DUG, sciences de la matière et une licence derrière et une maîtrise, enfin du coup le parcours classique et D'accord. tellement ça s'était pas bien passé, ma première année de prépa que j'avais été totalement déstabilisée pour passer les équivalences Mmh. à l'université et donc du coup, je me suis même retrouvée en première année de DUG. Donc c'est exactement ça, comme tu disais, entre guillemets, «j'ai redoublé», on va dire. Ah oui, OK. Voilà, mais du coup, j'allais dire les 2, mais même les 3 premières années jusqu'en licence à l'université, ça a roulé, mais tranquille. OK, Parce que d'accord. j'avais tellement appris, au cours de mon année de classe préparatoire que du coup, j'allais en cours et je suivais, mais là, pour le coup, les notes, elles ont cartonné et ça fait du bien au moral, on va dire Mmh. et ça m'a confortée dans l'idée qu'effectivement, bah, la classe préparatoire, la filière sélective, c'était pas pour moi. Mmh. Et du coup, à l'université, ça s'est, admirablement bien passé et beaucoup plus adapté, je pense, à mon caractère, voilà, qui est pas du tout dans la compétition, dans la concurrence et cetera, comme ça peut l'être dans les filières sélectives Mmh. et du coup, ouais, à l'université, ça s'est vraiment super bien passé et du coup, encore une fois, bah, c'est la vie qui a fait ça, mais la vie a bien fait les choses, quoi. D'accord, OK. Donc là, licence, donc tu fais sciences de la matière, c'est ça? Ouais, j'ai fait donc DUG sciences de la matière et après je me suis orientée, dans la chimie. Donc, j'ai fait une licence et une maîtrise de chimie physique à Jussieu, sur Paris. D'accord. Qu'est-ce qui t'oriente vers la chimie? Et ben, c'est difficile à dire. Je pense que j'aimais ça, j'aimais les travaux pratiques. Bah, depuis le lycée, je pense. Hein, j'avais fait l'option au lycée en terminale, il fallait choisir une option en sciences là, et moi Mmh. j'avais déjà choisi physique chimie. Mmh. Donc, tu avais beaucoup plus de travaux pratiques, etc. Travaux sur la paillasse. J'aimais bien maniper et tout. Et du coup, ça, je l'ai retrouvé à l'université. D'accord. Voilà, de faire des dosages, de faire,
Des explosions. Ouais, des expériences. Non, c'était mon truc, quoi. Donc, c'est dur à expliquer parce que ça s'est tellement fait naturellement, si tu veux, que, ouais, je sais pas, c'était vraiment, ouais, naturel. T'as suivi ton instinct. C'est ça. Je Ok, pense qu'il y a pas d'autre explication. d'accord. Donc t'as une licence, t'enchaînes sur une maîtrise. Voilà. Qu'est-ce qui te fait poursuivre tes études? Bah, j'avais envie d'une petite année supplémentaire, je pense, pour me spécialiser. Et puis, au cours de ma maîtrise, bah, on avait déjà des modules un peu axés sur l'environnement. D'accord. Donc ça, je me suis rendu compte que voilà, c'était vraiment mon truc. D'ailleurs, en maîtrise, on avait un stage à faire et d'une façon tout à fait logique, je l'ai fait dans une station d'épuration. D'accord, ok. Donc, déjà un stage de 3 mois là, dans une station d'épuration. Donc, ouais, tu vois, sans le savoir déjà, ouais, je sais pas, ça, comme tu dis, c'est un peu l'instinct, je pense. C'est un sujet qui te tentait déjà en fait. Ouais, tout ce qui était environnement et puis plutôt eau, assainissement. Enfin, l'eau, j'avais fait aussi des études de cas sur l'eau potable, les différents procédés de traitement pour éliminer tout ce qui est, c'est encore d'actualité aujourd'hui, là, tout ce qui est pesticides, les nouvelles molécules qu'on peut trouver. Donc, voilà, dès la maîtrise, ça c'est un peu comme si l'entonnoir se rétrécissait, tu vois, là. D'accord. J'étais dans la chimie, puis l'environnement et puis l'eau. Donc du coup, voilà, quand j'ai eu fini ma maîtrise, j'ai entendu parler d'un DESS à Orsay, là, très axé sur ce domaine-là. Alors, À l'époque, ouais, pour expliquer à l'époque, maîtrise, donc c'est première année de master, et oui, DESS, en fait, c'est l'équivalent du master actuel, c'est ça? c'est ça. Ok. Enfin, je crois. Je te fais confiance, mais parce que j'ai pas trop suivi les nouvelles. Ouais. En tout cas, ça fait un bac plus 5. Donc, Ouais, c'est ça. Ok. on est d'accord. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, un DESS à Orsay, donc toujours en région parisienne, qui s'appelait pollution chimique et environnement. Tu vois, ça s'invente pas, ça Ok. regroupait tous mes centres d'intérêt. Voilà, que j'avais à l'époque. Et du coup, voilà, une année à faire ce diplôme. Extrêmement enrichissant parce que on a eu beaucoup de personnes, d'intervenants extérieurs, en plus des cours théoriques. Ok. Et puis des études de cas à faire, un stage de 6 mois à réaliser. Donc voilà, tu rentrais doucement dans le monde réel du travail D'accord. et extrêmement enrichissant, ouais. Ok. Et donc ça, tout ça, ça t'a confirmé comme quoi c'est quelque chose qui te plaisait, quoi. Exactement. Ouais. Super. Ouais, donc au final, la première année de prépa, c'était pas grave, Non, quoi. c'était pas grave. Je pense que ça faisait partie. Je me dis qu'il fallait que je la fasse. Mhm. En plus, je te dis, ça m'a clairement donné de bonnes bases pour la suite. Je pense des méthodes de travail, etc. Peut-être que si j'avais été à l'université tout de suite, ou pour le coup, hein, c'est vrai que c'est ce qu'on dit à l'université. Enfin, surtout à mon époque, on disait, t'es un peu livré à toi-même, et du coup, si t'as pas une certaine rigueur, etc. Enfin, du coup, c'est pareil. L'université est pas forcément faite pour tout le monde. Il faut vraiment avoir, je pense, une rigueur avec soi-même pour, bah voilà, personne contrôle si t'es là ou si t'es pas là, quoi. Mhm. Typiquement dans les amphithéâtres. Donc voilà, et je pense que cette année de prépa, même si ça a été assez dur à encaisser et à digérer sur le moment, mais non, je le prends a posteriori, je le prends pas comme un échec du coup, puisque Ça t'a servi, quoi. ça m'a servi et même, enfin, je dirais même pas que ça m'a fait perdre une année, tu vois. J'avais jamais redoublé en plus, donc j'étais même pas à une année près, quoi. Mhm. Et ça m'a permis de découvrir des choses, donc c'était bien, et puis d'en apprendre sur moi-même aussi, je pense. Donc du coup, voilà. Et puis tout mon cursus derrière en a découlé de façon assez naturelle, on va dire. Easy, quoi. Ouais, easy après la prépa, easy, clairement. Et donc, ce stage de master, tu le fais où alors? Alors c'est la seule fois où je suis sortie un peu de mon domaine de prédilection de l'eau et l'assainissement, parce que je l'ai fait dans l'air, dans la pollution de l'air. D'accord. En fait, au cours du master, là, du DESS, on a abordé tous les sujets. C'était vraiment très axé environnement. Donc, à la fois la pollution des eaux, mais aussi la pollution de l'air, la pollution des sols.
Et du coup, mon stage de fin d'année, là, mon stage de 6 mois, je l'ai fait dans un institut qui s'appelle l'INERIS, dans l'Oise, là, et qui traite de plein de sujets différents. Il y a aussi de l'eau et des sols, mais il s'avère que moi, j'ai trouvé un stage dans la pollution de l'air. Donc, voilà, ça m'a fait une expérience là-dedans, mais ça m'a pas transcendé plus que ça, on va dire. Ok. Même si c'était très intéressant, ça n'a pas fait bifurquer mon envie de travailler plus dans l'eau et l'assainissement. D'accord. Ah oui, ok. Donc en gros, ça t'a confirmé le fait que l'eau, c'était plus mon domaine. C'était plus ton domaine. D'accord. Exactement. Et donc après ton DESS, tu fais quoi? Après, tu cherches du travail. Donc, Ouais. du coup, il y a eu une petite période où voilà, tu travailles ton CV, tu travailles ta motivation. Et puis, moi, j'ai eu de la chance. Ça a duré très peu de temps, en définitive, parce que en quelques mois, j'ai trouvé mon premier CDI. Donc, voilà, j'ai été embauchée en janvier 2005. Donc, voilà, premier CDI direct dans un bureau d'études dans l'Oise, en Picardie, qui travaillait, comme tu t'en doutes, dans l'eau et l'assainissement. Voilà. Là, pour le coup, c'était assez logique. Ouais. Donc tu as réussi à trouver un job dans l'eau et l'assainissement. Exactement. Trop Et là, bien. du coup, premier job, première expérience dans un bureau d'études en plus à taille humaine. Hein, on était moins de 10 personnes là. Et très formateur parce que du coup, le bureau d'études pour lequel je travaillais avait des contrats un peu sur toute la France. Donc, du coup, j'étais amenée à voyager et à me déplacer pour… le métier consistait à contrôler les rejets de certaines industries un peu dans toute la France. Donc, du coup, on allait faire des prélèvements, on allait vérifier les mesures de débit parce que pareil, les industriels ont des volumes maximum à rejeter par jour. Donc, du coup, voilà, on allait faire des mesures pour vérifier qu'ils ne dépassaient pas tous ces paramètres. Et du coup, sur toute la France, voilà, des laiteries, des papeteries, plein d'activités différentes où du coup, tu vois plein de process différents, plein de problématiques différentes, des gens différents. Tu rencontres des responsables environnement dans des grosses sociétés ou alors au contraire, dans des petites boîtes, tu vas rencontrer directement le directeur qui du coup, pour lui, l'aspect environnement, c'est pas sa priorité, on va dire. D'accord. Voilà, tu apprends à discuter et à adapter ton discours en fonction des gens que tu as en face de toi. Et du coup, très formateur. Très formateur, j'ai envie de dire, humainement et techniquement. Ok. Parce que ouais, j'ai envie de dire, quand tu débarques comme ça chez les industriels, tu dois pas être forcément la bienvenue. Alors, c'est pas forcément évident. Après, là, quand j'ai commencé en 2005, les industriels commençaient quand même déjà à être de plus en plus surveillés et suivis. Il y a plusieurs instances qui les suivent. Hein. Il y a ce qu'on appelle la police de l'eau en France qui gère ça. Là. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est la police de l'eau. Donc c'est comme la préfecture, si tu veux. Donc ils ont l'habitude. Et puis il y a des bureaux d'études qui sont mandatés à droite à gauche pour aller faire leur suivi aussi. Donc globalement, ça se passe bien. Mais effectivement, il y a quand même des fois des petits filous qui essayent de pas te donner toutes les informations, ou etc. Mais globalement, quand même, en France, même si les industriels ont tendance à râler et toujours à se plaindre, oui, ils sont beaucoup contrôlés, mais c'est grâce à ça que du coup, il n'y a pas trop de pollution qui sort de chez eux et qui arrive in fine dans les milieux naturels, nos belles rivières et nos beaux fleuves, quoi. Ok. Bah oui, parce que bon, c'est quand même important de garder notre nature, quoi. C'est clair, c'est clair. Et ça aussi, est-ce que c'était une motivation qui avait derrière tout le côté pollution, conservation de l'environnement, l'écologie, tout ça? Oui, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur. Pareil, je pense qu'un petit peu inconsciemment, depuis que je suis petite, quoi, je fais attention. Je pense à un peu l'éducation de mes parents aussi. Hein, forcément, ça joue. Tu jettes pas tes papiers par terre, tu ramasses tous les déchets, tu les mets à la poubelle. Enfin, toute cette éducation-là a fait que j'ai été sensibilisée très jeune et maintenant, c'est des choses qui me tiennent réellement à cœur. Enfin, moi, quand je vois des gens qui jettent leurs mégots par terre, c'est mon grand combat en ce moment. Là. Les mégots,
j'ai envie de taper tous les gens qui jettent leurs mégots par terre. Et Dieu sait qu'à Paris, c'est pas ce qui manque. Mais quand tu sais que j'ai appris ça la dernière fois, alors je communique beaucoup là-dessus maintenant, là, quand je fais des sensibilisations, un seul petit mégot, c'est 1 mètre cube d'eau polluée. Donc, tu vois, 1 mètre cube, c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Tu t'imagines le gros cube, quoi. Et ben, un pauvre petit mégot, ça te pollue 1 mètre cube d'eau, quoi, 1000 litres. T'hallucines, quoi. Donc, Ouais. je sensibilise, même les amis, même les proches, là, quand je les vois, je vais rester poli, je leur dis, je les enguirlande, on va dire, c'est poli. J'essaye de trouver un mot pour pas dire de gros mots. On a compris. Voilà, vous avez compris l'idée. Je leur dis gentiment, non, ne fais pas ça. Et j'ai même réussi à leur faire acheter les petits cendriers de poche, là. Ça coûte rien et tu mets dans ta poche et tu jettes quand tu es chez toi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense que ça a aussi contribué à me guider naturellement et par instinct dans cette filière, on va dire. Ok. Donc, vous avez entendu les gens, on ne jette pas les mégots par terre. Ah oui, s'il vous plaît. Il y a un message à retenir. Et donc, suite à ce bureau d'études, tu restes combien de temps et qu'est-ce que tu fais après? Du coup, dans ce bureau d'études, j'y reste 5 ans. Donc, en tant qu'ingénieur d'études, là. Et au bout de 5 ans, je me dis, il y en a un peu marre de tous ces déplacements. T'as pas vraiment de vie. Enfin, c'est compliqué, c'est fatigant, hein, parce que beaucoup de routes, hein, comme on a du matériel à transporter, du coup, tu fais tout en voiture. Oui. Enfin, bref. Je me suis dit, au bout de 5 ans, c'est bien, j'ai fait le tour. Là, j'ai été en Bretagne, j'ai été dans le Limousin, tout ça. Essayons de trouver autre chose. Et du coup, je me suis mis à chercher au bout de 5 ans et j'ai trouvé dans le poste où je suis actuellement, enfin dans la société dans laquelle je suis actuellement, j'ai été embauchée en janvier 2010. Moi, je fais toujours mes changements en janvier. Je ne sais pas pourquoi. Il va se passer quelque chose. Facile à retenir. Ouais, voilà. Quand janvier arrive, je me pose toujours des questions. Mais donc, ouais, depuis janvier 2010, j'ai intégré cette grosse boîte et au début, le premier poste que j'ai occupé dans cette boîte, c'était dans la continuité complète de ce que je faisais dans mon premier bureau d'études, sauf que c'était à plus grosse échelle parce que dans le bureau d'études où j'étais, mon premier emploi, là, j'avais fini par être responsable d'une petite cellule, mais on était 4. Enfin, il y avait 3 personnes avec moi, donc j'encadrais 3 personnes, on va dire. Et quand je suis arrivée dans ma nouvelle société, là, j'ai presque doublé. Ils étaient 5-6. Donc voilà, sur un périmètre par contre plus petit. Donc ça restait en Île-de-France pour le coup. Donc ça, c'était cool parce que tous les soirs, j'étais chez moi. Donc c'était quand même un gros avantage aussi parce que c'est pareil, les déplacements en province, c'est sympa un moment, mais après, quand tu es à l'hôtel tous les soirs toute seule ou que tu prends tous tes repas toute seule, ça finit par être pesant au bout de 5 ans. Donc là, c'est vrai que quand j'ai trouvé cet emploi qui alliait les deux, en fait, je continuais dans mon domaine de prédilection, j'étais toujours dans le suivi, vérifier qu'il n'y ait pas de pollution, etc., chez les industriels, mais au domaine local, au domaine territoire Île-de-France, quoi. Donc ça, c'était vraiment, je me suis dit banco, quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai postulé, ça s'est fait pareil, assez naturellement. J'ai passé 1 ou 2 entretiens et dans ma tête, le poste, il était pour moi, quoi. Enfin, je voyais pas pourquoi il me prendrait pas, quoi. Ouais, tu matchais parfaitement, quoi. Ouais, je matchais parfaitement. Après, je le sentais aussi un peu, hein. Je suis pas du tout en train de me survendre, hein, mais c'est pas du tout mon caractère en plus. Mais je sais pas, je le sentais que ce poste-là, il était pour moi et j'ai eu de la chance, ça l'a fait. Cool. Et du coup, voilà, j'ai intégré cette société-là qui travaille donc pour une grosse collectivité en Île-de-France et qui contrôle, voilà. Alors quand j'ai commencé, mon premier poste, je faisais que les industriels. On allait faire des prélèvements et des analyses chez les industriels plusieurs fois dans l'année. Enfin, on avait une liste d'industriels à suivre. Et le client pour qui on travaille, la collectivité pour qui on travaille, nous disait tel industriel, vous allez le contrôler 3-4 fois par an. Celui-là, c'est un gros industriel, vous allez y passer 1 fois par mois, donc 12 fois par an, etc. etc. Donc voilà, on a notre planning prédéfini et on y va, on va faire les prélèvements et on contrôle. Et donc,
vous vous occupez de A à Z, donc du prélèvement chez l'industriel, jusqu'à les emmener dans le labo, l'analyse des labos. On va chez l'industriel, on fait le prélèvement. On amène l'échantillon au labo, on conditionne l'échantillon, on l'emmène au laboratoire. Après, nous, on n'a pas de laboratoire en interne. Donc, c'est une partie qui est sous-traitée à des laboratoires extérieurs, mais agréés, COFRAC, enfin, tout qui va bien. D'accord. Et effectivement, après, quand on reçoit les résultats d'analyse, on exploite ces résultats en regardant en fonction des paramètres, l'azote, le phosphore, les métaux, etc. Enfin, chaque paramètre a sa valeur limite à respecter. Et du coup, on vérifie qu'il n'y a pas de dépassement et on donne ce résultat à la fois à l'industriel, parce qu'on est passé chez lui, donc il a le droit de savoir, et surtout à notre client collectivité. D'accord. Et les différents tests que vous demandez à faire sur ces prélèvements, c'est votre client qui les demande ou c'est vous qui les établissez en fonction de l'industriel que c'est? Alors, à la base, c'est le client, c'est la collectivité qui fixe, parce qu'en fait, chaque industriel a un document qui réglemente ses rejets. Et du coup, dans ce document, en fonction de son activité, par exemple, si c'est un ferrailleur, par exemple, si c'est une entreprise qui peut avoir des problèmes avec, la problématique sera les métaux, du coup, dans ce document qui réglemente ses rejets, on va lui demander de suivre et de respecter des valeurs limites, en particulier pour les métaux. Si tu vas dans une autre industrie, type une blanchisserie, là, ça sera plus les matières organiques. Du coup, dans le document, il sera fixé des valeurs limites pour les matières organiques. Donc, comme ce document, à la base, il est établi par la collectivité, indirectement, c'est effectivement la collectivité qui fixe à la fois les paramètres et les normes de rejet à respecter, industriel par industriel. Ok. Ouais, c'est intéressant de savoir en fait comment et réguler tout ça et qui fixe en fait les limites, comment... C'est ça, sur quelle base en fait les collectivités fixent les limites en fonction du type d'industriel? En fait, tu as une réglementation nationale qui existe. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle des arrêtés ministériels. Donc, ça, c'est le gouvernement, c'est nos ministres qui fixent en collaboration avec des industriels qui font partie de comités ou ce genre de choses. Et du coup, tu vas avoir des arrêtés ministériels. Pour les blanchisseries, tu vas avoir un arrêté ministériel. Pour les papeteries, tu vas avoir un arrêté ministériel. Pour les entreprises d'agroalimentaire, tu vas avoir un autre arrêté ministériel. Et en fait, ils négocient chacun un peu les industriels pour essayer de dire non, autorisez-nous un petit peu plus. Le gouvernement et les groupes écologistes dire non, là, la limite, on va plutôt la fixer à 200 mg litre et non pas à 1200 mg litre. Enfin, tout ça, c'est des négociations et c'est des textes qui sont travaillés au niveau national. Et après, du coup, les collectivités, individuellement, sur leur propre territoire, donc que ce soit des communes, des régions ou des départements, et de leurs problématiques, en fonction des capacités des stations d'épuration derrière, elles s'appuient, si tu veux, sur ces arrêtés ministériels, mais elles peuvent être soit un petit peu plus sympas et leur autoriser à rejeter un peu plus. Je ne te cache pas que c'est rare, c'est plutôt dans l'autre sens. Ou inversement, s'il y a d'autres problématiques, si le milieu naturel derrière est très sensible, etc., on peut fixer des valeurs limites plus strictes. Et du coup, ce qui fera foi entre l'arrêté ministériel et le document émis par la collectivité, c'est la valeur la plus stricte. Okay. Donc, du coup, si la collectivité, le département ou la commune décide de dire, je dis n'importe quoi, en azote, l'arrêté ministériel, il dit 50 mg litre, mais que du coup, la collectivité, elle dit non, chez nous, ce ne sera pas 50 parce qu'on a des problèmes d'eutrophisation derrière du milieu naturel, des développements d'algues, etc. Ce ne sera pas 50, ce sera 25. Et du coup, nous, quand on passe faire nos prélèvements, ce qu'on prend comme valeur limite, c'est 25. C'est le plus strict. D'accord, ok. Donc, c'est toujours une histoire de bien contrôler et de bien se tenir à la page aussi de la réglementation, du coup. Ouais, oui, parce que ça doit changer tout le temps. Pas tout le temps, mais souvent. Ouais. Okay. Souvent, et du coup, c'est un peu comme une veille réglementaire, du coup, qui est fait conjointement avec notre client collectivité. Mais effectivement, il faut se tenir à la page et ça ne change pas tous les 4 matins, mais tous les 5-6 ans, je dirais, il peut effectivement y avoir de nouveaux textes qui sortent. Et du coup, il faut aller voir, surtout, maintenant, on est dans l'Europe, donc tout ça, ils essayent d'homogénéiser un peu aussi. Il y a la fameuse directive cadre loi sur l'eau, là, ça, c'est quelque chose qui vient de l'Europe. Et
y a des textes européens qu'il faut appliquer au droit français. Bon, du coup, je suis pas hyper spécialiste, mais voilà, je sais que ça prend, il y a un décalage entre ce qui est décidé au niveau européen et puis le délai pour l'appliquer en France. Mais du coup, tout essaye de bien s'homogénéiser et qu'on aille tous dans le même sens, on va dire. D'accord. Et zut, j'avais une question. Ah oui, mais est-ce que il y a dans les négociations là, de fixation des limites, est-ce qu'il y a aussi des médecins ou des gens justement qui voient l'impact sur l'humain derrière? Alors, je pense pas que dans ces commissions-là particulièrement il y en ait. C'est vraiment très t'as comme, alors je vais dire des lobbying, mais bon, le mot est un peu fort, je pense. Enfin, en tout cas, tu as des représentants des industriels et plus à la fois des gens, des personnes de laboratoire aussi, parce que c'est eux qui font les analyses derrière. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui est possible de faire en termes de finesse d'analyse, etc. Et puis des représentants de l'État qui s'y connaissent, donc c'est le secteur d'activité aussi. Bon, après, je veux pas dire de bêtises, hein. Il arrive peut-être qu'il y ait des personnes côté point de vue sanitaire, des médecins et tout, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Parce que c'est plus par rapport au respect de l'environnement que Oui, c'est ça. par rapport à l'eau potentiellement potable. C'est pas trop, voilà, exactement. Okay, c'est pas les mêmes enjeux. Ouais. Okay. C'est vrai que souvent les gens qui sont pas dans le domaine, ils ont tendance à confondre. Une station d'épuration, ça fait pas de l'eau potable. Donc nous, on collecte, on transporte, on épure les eaux qui après sont rejetées au milieu naturel. Donc voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Et alors nous, on se pose des questions d'un point de vue sanitaire parce que justement, dans nos équipes, on a entre autres des égoutiers, hein, du personnel qui descend dans les réseaux d'égouts, les réseaux d'assainissement. Donc là, oui, il y a des médecins, on est suivi, il y a comment ils appellent ça là, un suivi médical renforcé, parce que c'est sûr que c'est des milieux un peu inhospitaliers, on va dire. Donc voilà, mais après, en termes de valeur limite de rejet pour les industriels, je pense pas qu'il y ait des médecins qui soient dans la boucle. Ouais, c'est plus par rapport à l'environnement, donc tu vas plus avoir des gens de l'environnement que des médecins. Je pense que des écologues, des gens comme ça qui sont spécialistes des milieux récepteurs, tout ce qui est rivière, cours d'eau, fleuves, etc., tout ce qui est faune, flore. Donc ça, oui, c'est sûr. Plus que le côté, entre guillemets, humain, comme il pourrait y en avoir sur une station, effectivement, d'eau potable, de potabilisation. D'accord. Ah oui, c'est vraiment deux choses différentes, quoi. Ouais, c'est deux choses, deux filières totalement différentes. Eux, ils sont en amont, on va dire, l'eau potable. Ils traitent l'eau, ils la potabilisent. Ça arrive à ton robinet. Donc ça, c'est toute la filière alimentation en eau potable. Et après, dès que l'eau est utilisée, ça devient des eaux usées. Et là, c'est la filière assainissement qui prend la suite. D'accord. Et donc ça, c'est là où c'est ton domaine. D'accord. Exactement. Ok. Donc maintenant, tu dis que tu gères deux équipes, donc côté résident et côté industriel, c'est ça? Tout à fait. Ça fait 2 ans maintenant là que j'ai récupéré une deuxième équipe qui travaille chez les riverains, chez les particuliers, pour aller faire des diagnostics, voilà, pour vérifier que tout est bien raccordé. Surtout que en Île-de-France, enfin un peu partout, mais surtout sur des territoires assez denses comme on a en région parisienne, il peut arriver que tu aies des secteurs où on a ce qu'on appelle du secteur séparatif dans les réseaux d'assainissement. Donc, tu vas avoir un tuyau pour les eaux pluviales et un tuyau séparé pour les eaux usées, qu'on met en opposition par rapport à ce qu'on appelle des réseaux unitaires, où là, pour le coup, tu as les eaux usées et les eaux pluviales qui sont mélangées dans le même gros tuyau, quoi. Okay. Et sur ces zones où tu as du secteur séparatif, donc encore une fois, un tuyau pour les eaux usées, un tuyau pour les eaux pluviales, nous, on va faire des diagnostics pour vérifier que le riverain, les eaux usées de sa douche, de ses toilettes vont bien dans le bon tuyau d'eau usée et que les eaux pluviales de ses toitures, de ses gouttières, de son jardin vont bien dans le réseau d'eau pluviale. C'est ce qu'on appelle la séparativité des réseaux. Et du coup, nous, on fait ces diagnostics pour vérifier principalement, on contrôle plein de points, mais le plus important et le plus pénalisant pour l'environnement, c'est qu'il n'y ait pas un mauvais branchement, une inversion de branchement. Typiquement que tes eaux pluviales se retrouvent dans le réseau d'eau usée, mais surtout que tes eaux usées se retrouvent dans le réseau d'eau pluviale, parce que le réseau d'eau pluviale, au bout du tuyau, c'est le milieu naturel en fait. Ouais, il passe pas par la zone d'épuration, quoi.
Exactement. Du coup, si jamais ta résidence, ton immeuble, ton pavillon est mal raccordé, c'est-à-dire que tes eaux usées passent dans le réseau d'eau pluviale, comme tu dis, il n'y a pas de pré-traitement derrière, ça passe pas dans une station d'épuration. Et du coup, tu as les petits poissons dans la rivière en bout de chaîne qui sont pas très, très contents et qui pourraient se mettre à nager sur le dos, quoi. Donc, du coup, voilà, on contrôle ces bâtiments, ces résidences qui sont sur ces secteurs où on a du réseau séparatif. Et tout ça en vue, c'est un travail qu'on faisait de base depuis plusieurs années, mais là, ça s'accélère parce que tu as dû en entendre parler. Là, normalement, en 2024, on a les Jeux Olympiques à Paris. Ouais. Et du coup, on a comme ambition, la ville de Paris a comme ambition de faire baigner des athlètes dans la Seine. Et du coup, certaines épreuves doivent se réaliser au cœur de Paris dans la Seine. Et du coup, la Seine, elle est impactée par tous les fleuves ou toutes les petites rivières en amont. Et du coup, il ne faut pas que tu aies des mauvais branchements parce que des eaux usées qui transitent par les réseaux d'eau pluviale qui, in fine, arriveraient dans la Seine, du coup, ça te fait des eaux usées dans la Seine, quoi. Je schématise grandement, mais c'est l'idée. Okay. Et du coup, la collectivité pour laquelle je travaille, et puis c'est le cas de toutes les collectivités en Île-de-France, il y a une pression assez forte de la part du préfet, de la préfecture à Paris, là, pour aller faire ces contrôles et pour mettre en conformité avant les Jeux Olympiques 2024 pour que la Seine, le fleuve, atteigne un seuil de baignabilité et que du coup, il n'y ait pas de risque, pour le coup, sanitaire pour les athlètes et pour les gens qui vont aller se baigner, quoi. Ouais, parce que là, très clairement, la Seine, j'y mettrais pas le petit doigt de pied, quoi. Non, mais perso, mais moi non plus. Alors, j'ai déjà vu des épreuves et tout, des gens qui se baignent, mais pourtant, je suis dans le domaine. Hein, mais non, alors déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est qu'il faut espérer. Bon, normalement, ce sont les Jeux Olympiques d'été. Donc, normalement, il fera beau. Mais moi, typiquement, je n'irai pas me baigner dans la Seine après une période de grosse pluie, par exemple. Parce qu'il existe des ouvrages, des installations tout le long de la Seine, hein, que ce soit à l'amont, à l'aval ou même dans Paris intramuros. En fait, si tu veux, les réseaux d'assainissement, justement, ces fameux réseaux unitaires, là, où tu as eau usée et eau pluviale qui sont mélangées, quand il pleut trop, ils ont tendance à monter en charge. Et si vraiment il y a des gros orages ou que ça dure trop dans le temps, ils saturent. Et du coup, la sécurité pour que ça inonde pas nos rues et nos routes, c'est qu'il y a des systèmes de surverse. Et du coup, ça surverse dans le milieu naturel, ça surverse en Seine. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle des déversements. Et là, du coup, par temps de pluie ou après une période bien pluvieuse, ceux qui habitent en région parisienne, ils voient très, très rapidement que la Seine, elle n'a pas la même couleur que d'habitude, quoi. Ah ouais, donc en fait, c'est nos eaux usées qui vont directement dans la Seine parce que trop de débit, quoi. Alors après, c'est des eaux usées qui sont extrêmement diluées. Pas faire peur à tout le monde non plus. C'est des eaux qui sont extrêmement diluées parce que beaucoup d'eau de pluie. Donc voilà. Mais effectivement, pour avoir déjà observé le phénomène dans Paris ou un peu en aval, où tu as ces fameux déversoirs, là, déversements, et du coup, tu vois une petite différence de coloration, on va dire. Sympa. Voilà, donc non, moi je suis comme toi et je confirme, là pour l'instant, je dis aux gens, n'allez pas vous baigner dans la Seine. Mais bon, on a espoir que d'ici 2024, quand même dans plus de 3 ans, là, ça s'améliore. Et puis bon, encore une fois, ce sera l'été, donc avec un petit peu de chance, il pleuvra pas, quoi. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait changer ces systèmes unitaires pour éviter justement les déversements ou... Alors pas forcément parce que tout n'est pas changeable, hein. Franchement, de mettre en place, de remplacer un réseau unitaire, donc un seul gros tuyau pour mettre 2 tuyaux qui sépareraient les choses, c'est un peu compliqué. Enfin, ils ont été construits comme ça historiquement, donc c'est très très compliqué de revoir la chose a posteriori. Par contre, on peut travailler sur réduire l'arrivée d'eau pluviale dans ces tuyaux, même si c'est des réseaux unitaires qui ont un peu vocation à récupérer les eaux pluviales. On travaille quand même sur des techniques alternatives, on va dire. Donc ça, c'est pas du tout mon équipe qui gère ça dans ma société, mais il y a une équipe dédiée à ça pour faire tout ce qui est un peu gestion alternative des eaux pluviales en milieu urbain, on va dire. Bon, du coup, c'est pas mon domaine, mais les grandes idées, par exemple, c'est des toitures végétalisées qui du coup retiennent la pluie.
de créer un peu d'espace vert, des noues, voilà, tout ce système pour éviter que ces eaux de pluie, si tu veux, rejoignent in fine les réseaux d'assainissement. Du coup, si tu réduis les apports d'eau de pluie, normalement, nos réseaux unitaires devraient être en capacité d'absorber le gros de l'eau. Et puis, du coup, même s'il pleut dans quelques années, ça ne devrait plus déverser. Ok. Mais c'est bien, on se met des objectifs ambitieux. Oui, il y a du travail encore. Ouais, mais bon, il reste encore 3 ans. Alors déjà, il reste 3 ans. Et puis, bon, je pense qu'honnêtement, ça va être encore un travail à plus long terme. Mais déjà, là, c'est un bel objectif parce que on travaille tous dans le même sens. Ouais, et puis ça met un bon coup d'accélérateur, quoi. Exactement. Il y a des fonds qui se débloquent. Là, on vient d'apprendre tout récemment. Voilà, il va y avoir. On travaille en collaboration avec les agences de l'eau. Donc, en région parisienne, c'est l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui est un organisme qui, comme son nom l'indique, hein, les agences de l'eau, c'est une agence de bassin. Ça fonctionne par bassin versant. Donc, tu as Seine-Normandie, tu as Rhône-Méditerranée, tu as la Loire-la-Garonne. Enfin bref, tu as différents bassins sur toute la France. Et donc, du coup, l'agence de l'eau Seine-Normandie va subventionner les riverains ou voilà, qui veulent se mettre en conformité. Donc, c'est exactement ça, comme tu dis, il y a une vraie impulsion, il y a un vrai coup de booster là pour dire aux gens, mettez-vous en conformité, on va vous aider pour l'environnement, pour le bien-être de tous, parce que par exemple, les réseaux qui saturent, les réseaux qui débordent, ça peut être en bas de chez toi. Tu as déjà peut-être vu des images là, ce qu'on appelle des avaloirs, des grilles d'égout, quoi, les réseaux sont trop pleins et du coup ça déborde sur la chaussée. Enfin, tu peux plus passer en voiture. Enfin, c'est le bazar, quoi. Ouais. Donc tout le monde y gagne en définitive. Alors c'est vrai que c'est aussi beaucoup de sensibilisation et de communication auprès des riverains. Autant, on discutait tout à l'heure, les industriels, en France, ils ont l'habitude d'être contrôlés, ils ont l'habitude de nous voir. Les riverains, les particuliers, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc là, il y a un gros travail depuis plusieurs mois, là, qui presque de la pub. Hein. On essaye de communiquer au maximum pour que les riverains soient sensibilisés et puis nous laissent rentrer chez eux, parce que c'est ça la difficulté. Pour faire ces diagnostics, on est obligé de rentrer chez les gens. Donc, d'aller voir comment sont raccordés leurs douches, leur lavabo, leur évier. On met du colorant, enfin, on fait des tests un peu comme ça. Et du coup, tu es obligé de rentrer chez eux. Donc, c'est assez délicat et on a des équipes en amont, on va dire, qui prennent les rendez-vous. Là, elles ont un vrai travail de fond à faire pour que les gens acceptent de nous laisser rentrer, quoi. D'accord. Et justement, en tant que riverain, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer cette pollution des eaux ? Déjà, de base, c'est vrai que c'est les messages qu'on passe, un peu comme mes mégots tout à l'heure, là, c'est de ne pas jeter tout et n'importe quoi dans vos éviers, dans vos toilettes. C'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle quand j'ai commencé mes études, on appelait ça, les égouts, c'était le tout à l'égout. Du coup, ça porte très très mal son nom parce que inversement, tu ne jettes pas tout et n'importe quoi dans les égouts. Donc, je pense au reste des trucs tout bêtes. Hein. Tu fais des frites, tu ne jettes pas le reste d'huile dans ton évier. Parce que l'huile, ça peut figer, in fine, ça va te créer des bouchons de graisse. Et après, tu vas appeler ta mairie ou la société qui gère l'eau dans ta mairie pour dire « Ah, mais je comprends pas, je suis inondée chez moi, il y a un bouchon. » Enfin, ça déborde dans mon évier ou dans mes toilettes. Donc voilà, on jette pas les restes d'huile et de graisse, on jette pas aussi tout ce qui est reste de peinture, white spirit et compagnie, tout ça. Maintenant, il y a des choses dans beaucoup de mairies, dans beaucoup de communes, et ils font des systèmes de déchetterie mobile là. Donc voilà, il faut se renseigner un minimum. C'est pas très compliqué, entre guillemets, de bien faire, mais déjà de faire attention. Et alors, je parle même pas parce qu'on est obligé de faire des lois là-dessus. Là, les gens qui jettent leurs lingettes ou leurs cotons-tiges. Des fois, j'hallucine les gens qui jettent les cotons-tiges dans les toilettes. Je comprends pas trop le principe. Tout ce qui est solide en général. Exactement. Pas dans les eaux, quoi. Il faut pas, parce que bon, déjà, ça risque de boucher la canalisation de chez toi. Donc, il suffit que tu aies le moindre petit truc, ça va s'accrocher, ça va s'agglomérer, et puis à force, ça risque de boucher. Et puis, les égouts derrière, voilà, c'est pas étudié pour, quoi. C'est encore, malgré le nom, c'est pas le tout à l'égout, quoi. Donc, c'est vrai qu'on essaye de sensibiliser là-dessus aussi.
de dire, bon après c'est vrai qu'avec la période actuelle, là, on passe son temps avec des lingettes et, et des désinfectants, mais voilà, ne jetez pas tout ça, il y a des poubelles, l'égout n'est pas une poubelle, quoi. C'est vraiment pour les eaux, quoi. D'accord. J'aime beaucoup aussi communiquer sur parce qu'ils en font la pub à la télé, là, sur les rouleaux de je rentre dans le technique, les rouleaux de papier toilette, je passe des messages. Les rouleaux de papier toilette soi-disant biodégradables qui se délitent dans l'eau là. Ouais. Alors à la télé, ça marche très très bien dans leur petit bécher là, dans leur démonstration, mais dans les faits, dans nos réseaux, c'est très très compliqué à gérer parce qu'en fait, ça finit par se réagglomérer. Et ça crée comme des filasses là, et les collègues égoutiers, ils en peuvent plus, quoi. Donc moi, souvent, quand je vois les gens chez eux, je vois qu'ils ont de cette marque de papier toilette. Bon, ils le font quasiment tous maintenant, mais c'est pareil. J'essaye de sensibiliser, de dire non, mais jetez-les à la poubelle ou au recyclage parce que ça se recycle aussi. C'est un peu comme papier carton. Donc je fais non, mettez pas dans vos toilettes, même si c'est la facilité et même si la pub elle le dit. Ça marche pas vraiment. Ben voilà, ça marche très bien sur une petite paillasse bien propre devant la caméra. Mais dans les faits, dans les réseaux, avec la température de l'eau qui est un peu chaude, etc., bah, ça finit par se réagglomérer, ça fait comme des filaments là. Et dans nos ouvrages derrière, c'est vraiment très très compliqué à gérer. Ouais. Okay. Donc voilà, c'est tous ces petits gestes-là que du coup tout le monde, quand tu n'es pas dans le domaine, tu connais pas. Tu as tendance à vider ta petite bouteille de white spirit qui te reste, tu as nettoyé 3 pinceaux, tu jettes ça, mais il faut pas. Il faut pas. Ouais. Parce que c'est ça, c'est aussi quand tu nettoies justement tes pinceaux, tu les nettoies dans l'évier, donc... Alors, nettoyer les pinceaux, ça... Parce que j'ai eu il y a un riverain qui me faisait exactement la même réflexion. Et effectivement, rincer tes pinceaux, mais si tu les as bien... Voilà, si tu as bien enlevé la peinture avant, si c'est vraiment juste rincer, voilà, et c'est une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Mais c'est plus tout ce qui est reste de peinture, même si c'est qu'un fond ou quoi que ce soit, c'est plutôt ça qu'il faut, qu'il faut éviter. Et puis encore une fois, avec les déchetteries mobiles, maintenant, ils récupèrent tout ça. Okay. Donc voilà, après, je pense que c'est une question de bon sens aussi. Enfin, je sais pas, les gens, encore une fois, les gens qui ont l'idée de jeter des cotons-tiges dans les toilettes, je sais pas d'où ça peut leur venir et qui leur a appris à faire ça. Mais je pense que dans l'environnement, tout ce qui est un peu écologique, c'est surtout du bon sens, quoi. Moi, je suis pas une fanat totale et je fais pas forcément partie d'associations ou quoi que ce soit, mais à mon petit niveau, je fais au mieux pour la nature, on va dire. Donc du coup, voilà, je fais attention, j'éteins les lumières. Du coup, ça n'a rien à voir avec l'eau, mais c'est quelque chose de global en fait. Et c'est vrai que j'aime bien sensibiliser les gens à ça parce que je pense que c'est des petits gestes pour tout le monde qui feront que ça fera un effet global derrière, quoi. Ouais, puis bon, puis t'es bien placé quand même pour voir le résultat derrière, quoi. C'est ça. Quand on voit les résultats de ce que ça peut donner à la sortie des tuyaux, là, c'est vrai que ça fait, des fois, ça fait peur, quoi. Donc bon, et puis nous, on a une autre problématique aussi, et on en joue beaucoup, c'est qu'en Île-de-France, là, on a des gros ouvrages, donc des gros égouts d'assainissement, et du coup, j'en parlais tout à l'heure, il y a mes collègues égoutiers qui descendent. Donc on joue beaucoup sur ça. Bon, c'est plus avec les industriels du coup, mais on dit voilà, faites attention aussi à ce que vous rejetez. Vous savez, on a des gens en dessous, quoi. On a des gens qui sont dans les réseaux pour voir les fissures, pour voir l'état du truc. Donc là, tout de suite, ça fait réfléchir un peu plus. Ah oui, il y a des gens, il y a des personnes, il y a du personnel dans les réseaux d'assainissement. Bah oui, ça peut arriver. Donc ne jetez pas tout et n'importe quoi. En bref, tous les leviers sont bons pour essayer de sensibiliser les gens. Tout le monde n'a pas la même sensibilité sur tel ou tel sujet. Donc, il y en a, ils vont être sensibilisés. Des fois, on tombe sur des pêcheurs, des industriels qui, pendant leur passe-temps, ils vont à la pêche. Donc, pour le coup, ils sont hyper à fond. Ils comprennent ce que tu leur dis. Et ah oui, mais vous avez raison. Moi, dans mon petit village, je fais attention et tout. Quand je vais à la pêche, tu vois. Ouais. Donc, il faut chaque fois trouver le bon argument et adapter son discours pour essayer de toucher au mieux, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, non, c'est super intéressant tout ça. On va arriver aux dernières petites questions. Est-ce que pendant justement ta carrière, tu avais des rôles modèles pour garder ta motive Alors, j'ai pas vraiment de rôle modèle.
j'ai rencontré des gens au cours de mon parcours, je pense, qui m'ont conforté un peu dans l'idée. Alors, honnêtement, même pas forcément pendant mon cursus, pas forcément pendant mes études, mais pendant mes premières expériences professionnelles, j'ai rencontré des gens qui humainement étaient vraiment très bien, qui m'ont accueilli, moi, même avec mon bac plus 5, là, t'as fait que du théorique, quoi, ou quasiment. Et du coup, ma première expérience dans mon bureau d'études, là, il y avait un collègue qui m'a très bien accueilli et avec qui j'ai énormément appris et qui m'a conforté dans l'idée. Et puis dans ma deuxième société, pour le coup, mon responsable, mon ancien responsable, qui était vraiment passionné par ce qu'il faisait et du coup, qui avait réponse à tout, c'était hyper agréable. Je crois que j'ai jamais réussi, entre guillemets, à le piéger, quoi. À chaque fois, il avait une réponse à tout et surtout toujours disponible. Donc ça, c'est vrai que voilà, c'est pas forcément, c'est pas des mentors ou quoi que ce soit, mais des gens qui ont su m'accompagner et qui m'ont fait grandir, quoi, aussi bien techniquement que humainement. Donc oui, ça aide à se construire aussi. Ok. Et donc, quel conseil tu donnerais à une étudiante ou une lycéenne qui veut se lancer dans ton domaine ? Je leur dirais de foncer si ça leur plaît. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'assainissement, historiquement, c'est pas un monde très, très féminin. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, mais ça a grandement tendance à se féminiser et c'est une très bonne nouvelle. Et du coup, je pense qu'il faut suivre son instinct. Ça, c'est ce que je dis à tous les jeunes que je rencontre. Il faut être passionné par ce qu'on fait, parce qu'en plus, déjà, on va bosser au moins jusqu'à 60, 65, 67, on ne sait pas. Donc, autant faire un métier qui nous plaît. Et l'environnement, c'est quelque chose. L'environnement, l'écologie, enfin, c'est d'actualité en ce moment, mais ça le sera toujours. Honnêtement, il y aura toujours besoin de protéger la nature et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour notre planète Terre, on va dire. Et du coup, ce qui est intéressant aussi dans ce domaine-là, c'est qu'il y a plein de domaines. Enfin, j'en parlais tout à l'heure, il y a la pollution de l'air, la pollution des sols. Bon, moi, je suis dans l'eau, mais effectivement, il y a l'eau potable, l'assainissement. Je pense qu'il faut vraiment suivre son instinct et ses passions, ses envies. C'est comme ça qu'on réussit et de ne pas se laisser décourager. Par exemple, moi, ma première année de classe préparatoire qui a été difficile, mais encore une fois, qui m'a appris, voilà, même si on se trompe de filière, etc., ne pas hésiter à se réorienter. Je pense qu'il faut... C'est difficile quand on est jeune de savoir ce qu'on veut faire précisément, mais essayer de s'écouter, de ne pas forcément écouter les autres, du coup, même s'il faut prendre les conseils là où ils sont, mais je pense que le plus important, c'est de s'écouter soi-même et du coup, de vraiment de croire en soi et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on y arrive. Trop cool. Merci beaucoup, Ludivine. Merci à toi, Mélissa. Salut. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Ludivine pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast et à le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. Ciao!